Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens, donc environ une dizaine de minutes d'aparté. C'est en alternance, un coup l'un et un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager autour de vous ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté manga qui sort en ce mois de juillet, une série d'actions violentes, graphiques et sans concession, au nom à la fois mystérieux et évocateur, Tank Chair. C'est un manga qui donne matière à penser, mais penser avec un A. Parce qu'il est question de bobo quand même. Alors c'est parti pour une émission pleine de tueurs et de personnages affreux. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Julie. Il y a des méchants, ni foi ni loi, il n'y a pas de justice finalement, ou alors très peu, ou alors c'est eux-mêmes qui se font leur justice. Donc finalement, en fait, dans Tank Chair, à chaque fois qu'il tue, il se défend, parce que c'est lui la cible. C'est un manga qui te permet de devenir acteur de ta lecture. Pour nous éclairer aujourd'hui, Julie du podcast La 5e de Couve. Salut Julie. Salut. Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana, est également avec nous. Salut Stéphanie. Bonjour à tous. Et Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors Tank Chair, avant de parler du fond, parlons de la forme. Il sort en édition normale et collector, c'est bien ça ? C'est bien ça. En fait, on a eu la chance d'avoir dans le tome 1 énormément d'illustrations faites par l'auteur. Et vous avez vu qu'au niveau illustration, il est quand même sacrément doué. Donc, on a voulu proposer un mini artbook pour les fans directement au lancement pour qu'ils puissent profiter des dessins magnifiques qu'on avait à disposition. Alors, passons tout de suite au résumé de Tank Chair. Nous sommes dans un Japon quelque peu dystopique, peuplé notamment de tueurs puissants et pas totalement bio et sans OGM. On y rencontre une jeune fille pimpante, Shizuka Taira, qui tient le rôle d'intermédiaire pour un tueur à gages qui n'accepte que des boulots très dangereux. Ce tueur, c'est son grand frère, Nagi, qui fut un temps était le meilleur des tueurs à gages de toute la planète. Mais un beau jour, en voulant sauver la petite Shizuka d'un preneur d'otage, il est touché d'une balle en pleine tête et depuis, il est dans un état végétatif, dans une sorte de coma. Mais une chose le sort de sa léthargie, ce sont les pulsions meurtrières. Dès qu'il sent qu'on veut le tuer, il se révèle aussi puissant qu'un super-héros. Alors, dans l'espoir de l'aider dans sa sorte de rééducation, sa jeune sœur se met en tête de trouver des meurtriers puissants pour qu'il s'attaque à Nagi. Et elle s'imagine que comme ça, elle va pouvoir rediscuter et vivre une vie à peu près normale avec lui. Pour survivre, ils sont aussi aidés d'un mystérieux fauteuil roulant qui peut se transformer en sorte de tank aux capacités infinies. Super équipement, méchant génétiquement modifié, monde sans foi ni loi. Voilà, on n'est pas loin de Gotham, hein, ici dans Tank Chair, hein, Julie. On est dans une œuvre complètement furieuse, complètement folle furieuse. Oui, complètement. C'est vraiment une œuvre qui fait vraiment appel à la figure de l'anti-héros. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier Nagi et même Shizuka, parce que bon, on va voir que les deux font la paire. Hein. C'est pas des enfants de cœur, loin de là. Et en tout cas, je trouve que, en tout cas, le tome 1 nous donne à voir un univers complètement détraqué. Enfin, il n'y a pas d'autre mot par la violence, par l'avidité des gens qui leur donnent tout pouvoir sur d'autres personnes. Et faut pas chercher la justice quand on se penche sur la fratrie Taira, hein, là, loin de là. Mais je trouve qu'il y a vraiment une image. Enfin, il y a pas longtemps, il y avait Mad Max qui était revenu sur nos affiches au cinéma. Et c'est exactement ce genre d'énergie qu'on retrouve. En plus, avec l'aspect roulant du fauteuil, je sais pas, enfin, il y a une espèce de superposition d'images qui se fait. C'est les mots de notre éditrice, hein. En gros, quand elle nous l'a décrit, la première chose qu'elle a dite, c'est un mélange de Chainsaw Man, Terminator et Mad Max. Voilà. Ah. Donc, ouais. En gros, voilà, vraiment, le bon cocktail. C'est ça. Le côté barré, trash qu'on retrouve évidemment dans Chainsaw Man et dans Terminator avec les machines, etc., les trucs modifiés, et dans Mad Max pour le côté le tank roulant, les courses mécaniques et l'univers un peu sale, parce que du coup, dans Tank Chair, vraiment, là, on est dans une espèce de monde un peu dégueulasse ou un peu post-apo bizarre. Donc voilà, c'est un espèce de mélange barré cocktail, mais qui fonctionne quand même plutôt bien dans le tome 1. Avec un impact graphique aussi très vite, parce que le premier méchant, une espèce de gros singe de gorille, ouais. Ça envoie tout de suite, ça te donne
quelques clés, une couleur immédiatement. Et tu penses qu'il va durer alors qu'en fait pas du tout. Du tout. Fin de l'épisode 1, il n'y a plus personne. Mais c'est là où je te rejoins clairement, Julie, c'est qu'en fait la fin, les derniers chapitres du tome 1 auraient pu être en fait les premiers chapitres, c'est-à-dire que vraiment l'ouverture que laisse le tome 1 à la fin, qui est pour le coup plutôt une ouverture classique dans les séries, voilà, à la fin du tome 1 généralement on t'ouvre un peu l'univers. On aurait pu l'avoir en fait vraiment au début parce que t'as l'introduction avec l'académie, un peu le passé du héros, donc qu'on aurait pu avoir tout au début de l'histoire, et finalement là on les a à la fin du tome 1, et les premiers chapitres sont effectivement, comme tu le dis, autoconclusifs avec une cible à abattre, et donc notre héros qui va clairement les trucider joyeusement. Donc oui, il y a peut-être eu un moment une thématique de je sais pas effectivement si j'allais faire une série longue ou pas, est-ce que c'était juste des one shot, et on en reparlera après dans la vie de l'auteur. Mais en tout cas ça permet aussi de s'ancrer dans l'univers dans lequel il nous raconte. Effectivement, il y a des méchants, ni foi ni loi, il n'y a pas de justice finalement, ou alors très peu, ou alors c'est eux-mêmes qui se font leur justice. Donc même si ce sont des épisodes autoconclusifs, on voit un petit peu comment ça se déroule, l'univers, comme tu dis, un peu post-apo, on ne sait pas encore, mais je pense qu'on va le découvrir petit à petit. Et c'est intéressant, et on découvre petit à petit les personnages au fur et à mesure quand même. Mais c'est ça le truc, c'est que penser de ce héros, ça reste quand même un tueur. Oui. Alors qui tue d'autres tueurs, donc comment tu te situes? Est-ce que tu as envie de te dire que c'est un héros, un anti-héros, un super-héros? Parce que finalement il nettoie quand même un petit peu les rues. Ouais, pour moi c'est clairement un anti-héros. Parce qu'il n'est pas animé par un sens de la justice ou des valeurs morales très élevées, au contraire, parce que lui-même finalement n'est pas conscient ou n'est pas n'a pas beaucoup la main sur son propre destin, puisque c'est sa sœur finalement qui va faire en sorte de l'exposer le plus possible à toutes sortes de pulsions meurtrières de personnes très dangereuses et très assassines, pour ensuite espérer revoir son frère avec toutes ses capacités. C'est ça, mais du coup, c'est limite un peu mignon quand on regarde le fond derrière. C'est j'aurais dit masochiste. Mais... non, je sais pas, je trouve ça. Alors moi, j'ai trouvé ça assez mignon, le fait que sa sœur veut retrouver son frère, non pas pour retrouver le meurtrier, mais plutôt la famille, pour retrouver. La famille avant tout, quoi. Et moi, tout ça que moi j'aurais dit anti-héros, oui, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, vu qu'on est dans un monde où les bases sont pas posées, en fait, on sait pas concrètement ce qui s'y passe, où est le bien, où est le mal. C'est vrai. Finalement, en fait, en tant que Cher, à chaque fois qu'il tue, il se défend parce que c'est lui la cible. Donc certes, il a pas une motivation, il veut pas sauver la ville qu'on peut avoir sur un héros classique, mais dans les faits, il fait rien non plus pour être vraiment catégorisé comme un vrai anti-héros. Donc moi, je trouve que pour le moment, on sait pas. Et justement, le tome 1 te laisse penser à la fin, quand il parle de la relation avec sa sœur et de pourquoi il s'enfuit de la fameuse académie, me fait dire qu'on est plutôt du côté du héros que du anti-héros. Mais bon, on va voir après, effectivement, dans les prochains tomes, si j'ai raison ou si pas du tout, c'est juste un gros psychopathe. Et là, je ferai mon mea culpa au prochain podcast. Et la partie familiale, comment vous l'avez abordée? Parce que souvent, dans les mangas, à chaque fois qu'on a le grand frère et la sœur, on peut très bien se retrouver sur... sur des sisters complexes et des brothers complexes un peu bizarres. Côté obscur du Japon. Du manga, c'est intéressant parce que l'auteur disait qu'il n'avait pas envie justement de partir dans une espèce de romance, en tout cas quelque chose qui aurait pu supposer une romance, et d'emblée il avait choisi de faire une fratrie. Et d'ailleurs c'est un thème qui revient puisque dès le chapitre 3 ou 4 il y a une autre fratrie qui est mise en scène, qui est très proche des héros principaux. Et c'est intéressant de voir que effectivement c'est un monde où il y a rien en fait, tout est branlant. La loi, c'est juste survivre aux dépens des autres. Ta peau vaut plus cher que celle des autres. C'est clairement ce qu'il nous raconte. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il se trouve que au sein de ces fratries, l'important, c'est d'être ensemble, d'avoir ce soutien familial, ce lien du sang qui se perpétue dans le sang quelque part. Parce que je suis désolée, moi j'ai quand même... Enfin, tu vois qu'il a un masque d'un héros très célèbre qui est quand même un tueur, quoi. Donc c'est difficile de passer justement, à côté. C'est sa valeur morale, la fratrie. En fait, la seule valeur morale qui à la fin te fait dire ah oui, en fait non, c'est pas juste un horrible psychopathe, c'est le passif avec sa sœur, pourquoi il se retrouve dans le fauteuil roulant parce qu'il a voulu la protéger, et que finalement élevé pour être un assassin, et un assassin plutôt doué, à la fin il a choisi justement le lien familial, de pouvoir protéger sa sœur et la fuite. Oui. Donc, on en revient à c'est mignon en fait.
Oui, exactement. C'est mignon, Tankcher. Ça, c'est pour l'œuvre. Maintenant, intéressons-nous aussi quelques minutes à l'auteur Manabu Yashiro. Lui-même est une sorte de mangaka un peu anti-héros, puisque Julie, raconte-nous un petit peu sa carrière. C'est un garçon qui s'est lancé, qui s'est arrêté, qui a repris. En fait, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui était intéressé par le dessin et l'idée de devenir mangaka lui est venue très tard. C'est-à-dire, il était en train de terminer ses études à l'université et il s'est dit, avant que je sorte de l'université, je vais essayer de me faire publier. Et donc, il avait une vingtaine d'années et il a commencé à écrire beaucoup d'histoires, de petites histoires et il est complètement autodidacte. Il a commencé à démarcher les éditeurs et c'était mignon, effectivement, parce que tout le monde lui a dit, mais en fait, tu sais pas utiliser le matériel de mangaka. Tu sais pas que faut pas aller dans les marges, faut utiliser des planches spéciales, etc. Il était en freestyle un peu. Complètement freestyle. Et lui, il était là, bah non, ça m'emmerde, les marges, ça limite mon dessin. Et donc, il prenait pas du tout en compte, par exemple, la relure. Enfin, il essayait de couvrir le maximum d'espace avec ses dessins. Et c'est très intéressant parce que donc, il a eu accès à différents tremplins qui lui ont assuré un début de carrière dans les années 2000. Il a publié quelques one-shots. Il y en a un, justement, on retrouve ce fameux personnage de singe énorme, puisque c'est une espèce de revisite du conte de Momotaro, donc où il y a ce genre de personnage de singe, mais vraiment d'un point de vue complètement ubuesque, avec des proportions incroyables. Et malheureusement, sa courte carrière s'est terminée vers 2011-2013, alors qu'il avait fait vraiment une très grande impression auprès des éditeurs, auprès des autres dessinateurs. Ouais, c'est Murata, je crois, qui avait eu un gros coup de cœur pour le trait de Manabu Yashiro. Et mais écoute, il a eu le temps de se constituer une fanbase. Et c'est ça qui est fou, c'est que il a été pris par une certaine peur de la page blanche. Clairement, il avait très peur de ne pas réussir à créer de nouvelles histoires. Et à ce moment-là, il a arrêté tout. Il a préféré choisir un vrai métier. Donc là, je fais des guillemets. C'est pas vrai, on voit qu'il n'y a pas de guillemets. Si, parce que c'était ça. Il s'est dit, ok, non, moi, la vie d'artiste, c'est pas pour moi. Donc, il a choisi d'intégrer, d'être embauché dans une entreprise tout de même liée au monde artistique, parce que c'était lié à l'industrie cinématographique. Bon, il nous donne pas trop de détails, mais on comprend qu'il était dans quelque chose qui lui a permis de travailler le découpage, le séquençage des images, donc ça peut être différents métiers. Et il est tombé sur un collègue qui connaissait son travail. Oui, et il lui a dit mais en fait, moi je connais un éditeur et il est fan de toi depuis le collège. Mais non. Donc, et c'est devenu sa porte d'entrée pour revenir un auteur à temps plein. Voilà, c'est assez fou. En fait. C'est vrai quand on voit son histoire, on se demande quand même s'il a pas craqué un peu sous la pression au début des attentes où justement tu le disais, Murata était fan de son dessin, il est arrivé en étant quand même ultra doué et graphiquement on le voit, c'est quand même un sacré monstre. Je pense qu'il s'est mis une grosse pression tout seul en fait sur sa première histoire et c'est pour ça qu'il a préféré peut-être partir ou prendre l'air entre guillemets, là aussi je fais des guillemets dans le studio, voilà, avant effectivement de revenir et de proposer sa première série. Je sais pas si on mesure à quel point le métier de mangaka peut être difficile au Japon et à quel point il y en a beaucoup qui essayent et énormément qui ratent, qui échouent. Ouais. C'est très compétitif et je pense que ça aussi, ça lui a fait prendre conscience de certaines lacunes en fait qu'il a ressenties et il s'est trouvé qu'il a finalement choisi un métier qui lui a permis de combler ces lacunes. Oui, mais c'est rigolo parce qu'il aurait pu faire la trajectoire un peu plus classique du mangaka, et c'est-à-dire pour combler les lacunes, il va faire assistant de tel ou tel grand mangaka, pour s'inspirer, apprendre, etc. Lui, il a vraiment quitté tout le métier mangaka, alors pour rester quand même dans le domaine artistique, parce que je pense que c'est quand même ce qu'il aimait, ce qui lui plaisait, avant de revenir. Tu vois, il y a un truc très technique aussi, c'est que quand t'es assistant, t'es payé en tant que freelance. Pas super ça peut bien être compliqué. Payé, ça peut être très compliqué en termes d'administratif. En fait, il faut vivre un moment, il faut manger. Quoi. Oui, et puis je pense qu'en fait, il est, finalement, il y a l'administratif, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui avait énormément de choses à raconter, parce qu'il a quand même
je crois, produit quand même 4 séries, mini-séries, tu vois, ou one-shot, en quelques années seulement. Donc, il était assez prolixe, quoi. Et je pense que finalement, travailler sous les ordres d'un autre, de quelqu'un, même si c'est quelqu'un d'expérimenté, peut-être ça l'aurait beaucoup embêté, quoi. Ouais, parce qu'il aurait été frustré de ne pas apporter plus sa patte, etc. Avant de passer à l'aparté, de parler cosplay, est-ce que si tu as quelques infos sur ses inspirations, ses influences? En tout cas, le premier mangaka qui cite, c'est Mizuki. Donc Shigeru Mizuki pour les yokai, pour Kitaro, pour ce genre d'inspiration. C'est un gros fan de monstres aussi. Ouais, il adore les monstres, ça se voit, je pense. Oui, clairement. Il a pas une. Et sinon, c'est drôle parce qu'en fait, il a 3 sœurs aînées. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu reproduire le schéma. Et il a dit non, si je mets un héros en avant, ce sera lui le grand frère, tu vois. Ça, je trouve ça très drôle. Et à côté de ça, alors on n'a pas évoqué ça, ou très peu, mais c'est vrai que son héros, Nagi, est dans un fauteuil. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître étrange parce qu'en fait, le manga ne parle pas du tout du handicap. Ce n'est pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout une question même. Et ce qui l'a intéressé, c'est que pendant les JO de Tokyo en 2021, il s'est trouvé qu'il a été vraiment captivé par les athlètes paralympiques parce qu'il s'est rendu compte que les gens qui étaient en fauteuil pouvaient avoir des mouvements, des réactions qui n'étaient pas possibles d'avoir quand toi, tu es sur tes 2 jambes. Et il a dit, mais ça, c'est quelque chose que personne ou très peu de gens ont mis en avant dans le manga d'action pure. Parce que il y a beaucoup de tranches de vie ou bien des mangas de sport, on connaît Reel chez Kana, mais là c'était vraiment l'occasion de proposer des images nouvelles, impactantes, et il s'en est saisi, quoi. Et d'imaginer ce fauteuil roulant en version tank. 7 versions. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait fait une connerie parce qu'il a dit mais j'ai dit 7, mais maintenant il faut que j'invente les 7. Après les JO, il a mis RMC Découverte, il avait un docu sur les tanks, il s'est dit c'est bon, j'ai les deux, on y va maintenant. Je vous propose maintenant d'aller en aparté avec Altaïa, cosplayeuse depuis une dizaine d'années maintenant. Elle s'est lancée dans une entreprise assez fantastique, celle de réaliser le cosplay du héros de Tank en partenariat avec les éditions Kana. Et il faut le voir pour le croire, tant ça a eu l'air de demander des heures et des heures de travail. Salut Altaïa, bienvenue dans Kana en aparté. Salut, enchanté à toute l'équipe et à ceux qui nous écoutent également. Ça fait toujours plaisir d'être là. Est-ce que tu peux décrire pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas encore forcément lu Tank, qui ont peut-être aperçu la couverture, à quoi ressemble ce personnage principal que tu as entièrement réalisé? J'ai vu des photos, non mais c'est un truc de fou. Oui, clairement. Pour donner un peu une image, une comparaison, c'est comme si on prenait en fait un tank et on le fusionnait avec un fauteuil roulant. Et là, on obtient un truc assez plutôt badass qui change d'un fauteuil ordinaire. Et pour le coup, je pense que c'est intéressant de se dire que de base, dans plein d'univers, que ça soit dans le monde du jeu vidéo ou des mangas, on a des personnages qui ont des armures assez badass. Et de se dire, pour le coup, un fauteuil peut avoir sa propre armure et dériver en plusieurs versions, parce que c'est ce qu'on découvrira dans la suite des mangas, c'est qu'il y a plusieurs versions, un peu comme on change d'armure au final. Altaïa, est-ce que tu peux te présenter quand même pour les gens qui ne connaissent peut-être pas ta carrière en tant que cosplayeuse? De mon côté, du coup, ça va faire 10 ans que je me suis lancée un peu dans le cosplay. Ça partait d'un délire un peu fou avec ma meilleure amie à l'époque. Il faut savoir que du coup, moi, je suis en fauteuil roulant depuis ma naissance. Je peux également marcher, mais mes plus grands déplacements et ma mobilité première, ça se passe en fauteuil roulant. À l'époque, j'avais beaucoup de mal à assumer ce côté-là d'être en fauteuil roulant. Et j'ai découvert un peu en même temps l'univers des conventions, des mangas, de la culture pop. Et c'est ma pote qui m'a dit, tu sais, ton fauteuil est vraiment super moche comme ça. T'inquiète pas, on va le pimper. Bon, la première décoration que j'ai fait dessus était vraiment très moche. Mais on prend un tel plaisir à transformer, à retourner la situation, se dire, ce truc qui me dégoûte en fait, qui me plaît pas, je vais le retourner, je vais le transformer en quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir à montrer.
au final. Mais on sent que tu es vraiment hyper séduite par ce projet. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un détail ou quelque chose que tu peux nous dire pour vraiment qu'on comprenne à quel point tu t'es sentie embarquée par Tankshare? Ce qui m'a embarquée dans Tankshare, c'est cet univers, pas le truc de on met en avant la faiblesse d'un personnage, on va mettre en avant sa force, et c'est cette énergie-là qui ressort au travers de Tankshare, et je pense que c'est pour le coup assez révolutionnaire de voir un tel manga, parce que c'est aussi un parti pris des personnages en fauteuil roulant qui ont ces difficultés. C'est pas le truc premier qui va ressortir déjà dans les mangas. En soi, dans les jeux vidéo et mangas, on veut plus avoir des personnages dans lesquels on se retrouve autrement que dans sa situation handicapée. Nous, on a envie de quelque chose qui sort de ça, parce que personnage en fauteuil roulant, au final, nous, ça nous renvoie à notre condition, c'est pas ce qui nous plaît. Donc là, se dire que dans Tankshare, on peut retrouver effectivement le statut de personne à mobilité réduite, mais au final, avec un char d'assaut et d'attaque, on se dit de la puissance, quoi. Ouais. C'est ça, il y a de la puissance qui ressort dedans. On se dit, j'ai envie d'être ce personnage, j'ai envie de le refaire. En fait, on se rend compte, il y a une telle puissance dans ce manga qui en ressort en termes d'énergie. Je pense que ça donnera envie à plus d'une personne de continuer l'aventure avec Nagi, en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Altaïa pour ton témoignage et pour tous ces détails sur ce cosplay que les gens qui écoutent donc cette émission au moment où elle sort peuvent voir à Japan Expo s'ils y vont. Puis évidemment toutes les photos seront sur les réseaux sociaux. Eh ben super, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette petite discussion, ça fait toujours plaisir. Bye bye. Retrouvez la version longue de cet aparté la semaine prochaine. Maintenant, place aux recommandations. Alors dites-moi, au lecteur de quelle série vous recommanderiez Tankshare ? Moi du coup je suis notre éditrice et je vous dis Mad Max, Terminator pour les films et Chainsaw Man pour le manga. Tout pareil. Alors, bon Julie, toi tu mettrais quoi ? Alors, Mad Max, ouais, je trouve que c'est vraiment plutôt sympa, mais bon, là, c'est hors manga. Écoutez, moi, je pense plutôt à Undead Unluck, puisqu'il y a ce parallèle un petit peu de monde qui ressemble au nôtre, mais qui est quand même indéniablement foutraque et quand même très, très bizarre, avec l'apparition de pouvoirs comme ça. Alors, juste pour compléter le Undead Unluck, je dirais aussi que les lecteurs de Sakamoto Days peuvent aussi s'y retrouver dans Tankshare. Ben oui, parce qu'il y a les assassins et tous les... Et l'académie. Oui, c'est vrai, l'académie. Tu vois, il y a plein de petits codes qui peuvent se retrouver l'un dans l'autre. Ah, mais en ce moment, les assassins, ça a la cote de fou. Oui, alors dans le jardin d'enfants, dans les académies, dans les supérettes, dans tout ce que tu veux. Aussi, ça peut aussi se rejoindre. Alors, c'est pas du tout le même univers. Hein. Non, ça a remplacé les zombies de l'époque. Avant, on a une mode zombie et là, c'est les assassins. Et du coup, non, parce qu'on parlait un petit peu... Enfin, toi, tu as dit le mot super-héros tout à l'heure. Et effectivement, je pense qu'il y a cette vibe. On n'a pas trop parlé de ses références visuelles, mais il en a énormément. Et je pensais à Evil de Atsushi Kaneko pour à la fois le contre-pied du héros, du super-héros, là en plus vraiment le comics, parce que c'est aussi une des directives qu'on lui avait proposé quand on lui a dit de revenir dans le manga, ce serait de faire quelque chose inspiré des comics américains, ou qui serait un peu plus proche des super-héros. Et à l'autre bout du spectre, on va dire, je pense qu'il y a énormément aussi de références plus ou moins conscientes à Gum, parce que il y a la ville basse et toutes ces créatures. Tu vois, on ne sait pas, est-ce que c'est des cyborgs, est-ce que c'est des mutations, est-ce que c'est des animaux qui ont été fabriqués par des savants fous. C'est des singes, des fois c'est d'autres créatures, un peu caméléons, un peu iguanes, on sait pas trop. Il y a des personnages avec des proportions, des capacités physiques qui sont beaucoup plus proches de ces mondes complètement dystopiques, quoi. Et moi je rajouterais aussi, en parlant de mutation et d'hybride, Darwin's Incident finalement, qui est dans un autre c'est plus sage genre. Quand même. En fait, pour le singe, c'est ça. Ouais, non, c'est plus sage, mais c'est-à-dire que si tu finis de lire Darwin's Incident, que t'as beaucoup réfléchi, que t'as beaucoup sollicité ton cerveau, tu passes au tome 1 de Tankshare. Catharsis totale. C'est un changement d'ambiance. Et la liberté, changement d'ambiance, mais en même temps t'as une sorte de continuité. Alors... Et tu ferais la même chose avec Levius aussi.
Ou Levius, il y a quand même beaucoup de choses. Alors Levius, je te suis plus effectivement sur la comparaison, et pour le coup moi j'avais Terraform Mars, tu vois, sur cette idée vraiment de mutation peut-être humain, animal, et le côté trash que très tu trash. retrouves effectivement dans Terraform Mars. Et No Guns Life aussi rejoint Tank Chair quelque part, hein. C'est pas pour rien que c'est les mêmes éditeurs en France qui ont choisi c'est vrai, ça. ce titre. On adore le son. Voilà, non, puis on Et le finit mecha. effectivement de Mad Max à Chainsaw Man, il y a quand même un spectre assez large et assez intéressant. Bon voilà, vous savez vers quoi vous dirigez si vous êtes, enfin vous savez que vous pouvez vous diriger vers Tank Chair si vous êtes un lecteur ou un téléspectateur de ses œuvres. Et dans le manga, parfois, on aime chercher des messages derrière les œuvres. C'est pas toujours essentiel, hein, mais pourtant ça se cache quand même ici et là. On arrive à voir des choses. Est-ce que c'est le cas avec Tank Chair ? Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué Gum. C'est quand même un manga qui, sous couvert de violence brute, finalement pose des bonnes questions. Tank Chair, il nous permet de poser cette question. Qu'est-ce que le manga ? Parce que finalement, on a encore, alors que on sait qu'en France, on a désormais une appétence, une connaissance du manga qui date de plusieurs années, voire même presque un demi-siècle. Mais on a toujours du mal, parce qu'on a encore du mal à séparer le dessin du message, du texte. Et c'est très perturbant pour encore beaucoup de gens qui ont une idée très vague de ce qu'est le manga ou de ce que devrait être le manga. Alors que là, on a un cas d'école qui nous montre bien que les images de Tank Chair, ce ne sont pas forcément les messages qui est ce que peut faire ce manga. Alors, je vais essayer d'expliquer. Déjà, je m'excuse auprès de tous les professeurs de philosophie et de tous les gens qui étudient en détail, qui font de l'analyse d'images de façon académique, parce que vraiment là, je vais survoler, mais de façon Falcon Express. Alors, on va dire que ici, ce qu'on a, on parlait de la couverture qui montre quand même une espèce de personne en fauteuil, mais un fauteuil complètement fantasmagorique, quoi, avec des pics, avec une épée et un masque, hyper agressif, hyper violent. Et qu'est-ce qui nous intéresse dans cette image, c'est que déjà notre esprit fait c'est pas ce à quoi on s'attend de ce que nous on a pour intégrer comme étant l'image du handicap. Sauf que le handicap, c'est pas du tout le sujet, comme on disait tout à l'heure. Le sujet, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose qui est très ancien. C'est vraiment l'esprit contre la matière. Parce que, finalement, Nagi, il est devenu un amas de matière. Et il y a le seul moment où son esprit est réveillé, de façon X, Y, Z, il redevient un humain, il redevient capable de faire certaines choses, de communiquer avec le monde extérieur, d'être en possession de ses moyens. Donc, c'est vraiment cette question-là qui est posée. Qu'est-ce qui est tangible ? Qu'est-ce qui est intangible ? Qu'est-ce qui est gouverné par la nécessité, par quelque chose d'extérieur qui va le réveiller ? Ou au contraire, qu'est-ce qui est inhérent à sa nature ? Enfin, c'est un combat qui est intéressant en soi, en fait. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est quand même un assassin qui a l'habitude d'affronter des gens qui va endosser ce rôle-là. Voilà, déjà, on va commencer pour... J'espère que personne ne s'est réflexion quand même. Et c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est vrai que pour préciser, pour aller dans ton sens, quand il se réveille parce qu'il ressent les pulsions meurtrières, il reste quand même en fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'il il reprend juste conscience, mais dans les faits, il ne remarche pas, il se rebat pas comme avant. C'est juste que il est dans un état végétatif et là il se réveille et avec son fauteuil roulant, il peut faire des choses, il peut parler, mais pas plus en fait. Et son fauteuil roulant quand même qui devient aussi une arme en elle-même et qui devient partie intégrante de lui-même. Franchement, c'est quelque chose qui, je pense, renvoie à Descartes, renvoie en tout cas à plein de philosophes qui ont essayé de proposer différentes réponses à cette question très, très importante. Et je trouve que, à nouveau, le manga est formidable parce qu'il permet, de façon plus ou moins consciente, de nous poser ces questions. Parce que vous passez quand même un temps... c'est du divertissement. On s'amuse en lisant ces histoires de frères qui dézinguent des monstres géants, etc. Mais surtout Tank Chair, en fait, où au début, on ne voit que un mec qui a un masque avec des armes
et un fauteuil qui se transforme en tank qui dézingue un singe géant et un tueur et un sniper. Alors ça c'est ma deuxième piste de compréhension du manga, puisque on a lire du manga. Dans lire du manga, il y a le verbe lire. Il y a une action de lire. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a plein de gens qui vont que faire feuilleter, qui vont juste regarder et ne pas aller dans la profondeur à la fois du texte et de la composition, parce que finalement, l'image fait texte. Et c'est là où c'est intéressant, parce que comme Nagi, finalement, c'est un manga qui te permet de devenir acteur de ta lecture. T'es pas là pour juste bouffer les références et dire ah oui ça me rappelle tel truc, c'est marrant, haha, le masque de Jason, ah, machin. Non, c'est aussi de dire qu'est-ce que ça m'apporte, quel est le sens que j'y mets, et ainsi de suite. Et c'est là où, encore une fois, je suis désolée, le manga a cette richesse incroyable qu'on ne peut pas le définir. On ne peut pas dire ça c'est du manga et trouver une espèce de portion réduite de ce que pourrait être le manga. Stéphanie, Mathieu, vous voulez réagir ? Non, mais après, c'est très juste de ce que j'en ai compris. Donc peut-être que encore je vais me retaper un œuf. Mais après, ça se met aussi beaucoup sur plein d'œuvres culturelles aussi différentes, comme le support bande dessinée aussi, qui peut exprimer plein de choses très mal. Alors un Boule et Bill reste Boule et Bill, on est bien d'accord, mais il y a certaines œuvres très simplistes et qui apportent beaucoup plus que des œuvres simples. Pareil pour le cinéma, si tu choisis du divertissement, si tu choisis d'aller plus loin, etc. La chanson, en fait, c'est l'art effectivement au global. Ouais, la culture, culture, tu peux avoir une chanson avec ouais. des trucs envoûtants et au final derrière seront en fait des sujets archi trash. Et je trouve qu'en fait ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que tout le monde peut prendre ce qu'il veut. C'est-à-dire que si demain quelqu'un va lire Tankshare comme toi et justement capter l'essence, ça va lui faire travailler sur tout ce que ça peut représenter. Est-ce que le masque qui quand même ressemble beaucoup à celui de Jason, pourquoi il l'a mis là, qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, et tu vas y trouver ton compte. Et à côté de ça, il y a effectivement la personne qui va le lire en 20 minutes et pour lui, ça va juste être l'histoire d'un mec qui découpe des gorilles et ça lui va. Et en fait, ça va très bien lui aller. Et toi et lui, vous allez être contentés, en fait. Et c'est là où c'est vraiment... Et on pourra en parler. Et exactement, il pourra en parler derrière et peut-être que lui va dire ah, incroyable parce que j'avais pas vu ça, tout ça. Et toi, tu vas dire incroyable, moi, j'ai peut-être mis 1 heure en fait à lire le tome parce que j'ai justement analysé tout ça, alors qu'en fait, il y a des gens qui ont kiffé. Et c'est des débats, en fait, qu'on a sur énormément de séries qui ont super bien fonctionné. Alors, évidemment, moi, je pense à Evangelion parce que Evangelion, on a eu des théories de tous les côtés de waouh, et quand je l'ai vu, j'ai fait bon, c'est des robots. Voilà, mais j'ai peut-être, excusez-moi, je suis sûrement passé à côté du truc. mais oui, donc effectivement, c'est Tankshare te permet de mettre ça en avant parce que tu arrives sur une série où de prime abord tu peux te dire que graphiquement ça t'en fout plein la tête et l'histoire, vu que pour le moment sur le tome 1 on est quand même pas on est vraiment sur les bases et sur les introductions, exactement, on connaît pas encore le monde dans lequel on est, ça t'ouvre des portes sur ce que veut te faire passer l'auteur et qui seront peut-être pas totalement ça en fait parce qu'il va développer après plus tard, on verra, mais voilà, c'est un peu tout le mystère. C'est un auteur qui est un fabricant d'images, qui a même passé 10 ans à travailler dans la grande fabrique à images. Donc je pense qu'il a des choses à nous dire. C'est la fin de cette émission. Tankshare de Manabu Yashiro, c'est d'ores et déjà disponible partout en librairie en 2 éditions, une version normale, une version collector. Le tome 2 est prévu pour le début du mois de septembre. La série est-elle toujours en cours au Japon avec déjà 6 volumes publiés, et la semaine prochaine la version longue de notre aparté avec Altaïa sera en ligne. En attendant, merci pour votre écoute, et puis n'oubliez pas un commentaire, une note, des petites étoiles, des petits pouces par-ci par-là, et c'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission, d'activer les notifications. Merci de votre écoute. Salut à tous.